Edwige, elle avait attendu longtemps. Pour la troisième fois, Edwige attendait un verdict. Lorsqu'elle l'a entendu dans cette cour d'assises glaciale de Lyon, elle s'est affaissée sur son banc, prise d'un profond malaise. Elle savait qu'elle allait, le soir même, retourner en prison dans l'une de ces cellules où elle avait déjà vécu de longs mois, 33 mois, je crois. Cette fois, encore, personne ne l'avait cru. Toutefois, signe du doute, les jurés de Lyon avaient mis 8 heures à se départager et ils avaient choisi la peine la plus basse, 10 ans de réclusion criminelle, alors que les jurés, d'abord d'Avignon et de Nîmes auparavant, l'avaient condamné à 12 ans de la même peine. L'affaire Edwige Alessandri est un dossier sur lequel, je le pense sincèrement, la justice n'a pas donné la bonne réponse, je le crois. Il est minuit lorsqu'un appel résonne au SAMU de Carpentras le 16 juillet 2000. Une voix de femme balbutie entre deux sanglots que des gens sont venus chez elle et qu'ils ont tué son mari. J'ai peur, monsieur, vite, il y a du sang partout. Des sanglots, puis une voix de jeune homme indique l'adresse, le mas de la Gasquie, à la sortie de Pernes-les-Fontaines. L'émotion, le choc font que ce permanent croit avoir entendu que la femme disait « j'ai tué mon mari ». Il va donc transmettre cette information au SAMU et aux gendarmes. Bon, après, la vérification de l'enregistrement va prouver que la femme n'a jamais dit ça, mais les équipes pensent découvrir, lorsqu'ils arrivent, une meurtrière. Et si cet appel n'avait pas été sauvegardé, la parole du pompier de permanence et sa conviction auraient pu peser lourd. C'est un jeune garçon qui leur ouvre, il leur dit « ma mère est là-haut ». Dans la salle de bain, il découvre une femme nue, le corps souillé de traces de sang, elle gît là, prostrée. Il faudra d'ailleurs de longues minutes pour qu'elle puisse s'exprimer. Dans la chambre à côté, un homme de forte stature, il est nu lui aussi, la tête fracassée. L'homme a reçu une décharge de chevrotine en plein visage, le lit est en sang. Dans la maison, à part l'adolescent qui a ouvert la porte, un autre garçon plus jeune. Les deux enfants sont également sous le choc. Que s'est-il passé à minuit dans ce mas et qui sont cet homme, cette femme et ces deux garçons? Richard Alessandri, la victime, est un homme d'une petite cinquantaine, carrure massive, voix forte de méridionale, propriétaire de l'Intermarché de Pernes-les-Fontaines. Richard Alessandri a rencontré Edwige en 1984. C'est une jolie femme blonde, déjà mère d'un enfant, Yann. Coup de foudre, 2 ans plus tard, naît un garçon, Brice. Edwige et Richard, ce sont des travailleurs acharnés. Leurs journées sont longues, mais l'affaire est vite rentable. Tout semble sans problème. Rien ne présageait la tragédie de cette soirée du 16 juillet. Récit d'Edwige Alessandri. Le samedi, Richard est très satisfait des résultats commerciaux de la fête du melon qu'il a organisée le 14 juillet. On a fait péter les compteurs, s'amuse-t-il à dire. Peut-être, d'ailleurs, l'a-t-il dit trop souvent répété depuis la veille. Et où la range-t-on, cette recette? Au mas de Gasquie. Le lendemain, 16 juillet, dimanche, Yann est rentré vers 21h au retour d'une balade avec des amis, 2 versions. Rien de spécial, dit la mère, ils se sont un peu disputés. Il va déclarer plus tard le plus jeune des garçons. Pourquoi? Il ne s'en souvient pas trop. Il est vrai que le couple avait parfois des affrontements sévères. Normal, répondra Edwige, dans un couple qui travaille et qui vit ensemble 24 heures sur 24. Oui, c'est vrai. Fin de soirée, le couple monte dans sa chambre, regarde la télé durant quelques instants, puis fait l'amour et puis s'endort. 2 observations. D'abord, que la dispute, si elle a eu lieu, n'a pas dû être très orageuse. D'abord, puisque Brice ne se souvient pas de la raison, et que, ensuite, le couple a eu ce rapport intime, comme écrivent pudiquement les gendarmes. Ensuite, personne n'a pensé à examiner la fraîcheur du préservatif retrouvé près du lit. Pourquoi? Edwige Alessandri raconte ensuite, brusquement, j'ai été réveillé par une sorte de fracas, suivi d'une forte détonation. J'ai ouvert les yeux, la lumière s'est allumée, j'étais ébloui. J'ai vaguement distingué un vêtement à carreaux. J'ai cru voir une silhouette de femme. En tout cas, j'ai entendu un homme crier « Merde, le coup est parti, tirons-nous ». Elle continue. J'étais terrorisé. Je sentais un liquide chaud couler contre ma hanche. J'entendais une sorte de glouglou dans Richard. J'étais paniqué. Je suis parti me réfugier dans la salle de bain. Dans un premier temps, les gendarmes partagent l'hypothèse avancée par Edwige Alessandri, c'est-à-dire l'irruption d'une bande comme celle qui avait saucissonné, comme on dit, un chef d'entreprise quelques semaines plus tôt dans la région. Une hypothèse qui est confortée le lendemain,
du meurtre par une communication téléphonique anonyme reçue par les gendarmes et qui est rappelée par Thierry Lévy, l'avocat d'Edwige. Dans ce coup de téléphone, l'interlocuteur précise le signalement exact d'une BMW volée par un individu dont il donne le nom, ainsi que ceux de 3 de ses complices. Les 4 hommes seraient issus de la communauté des gens du voyage, comme on dit. Selon cet interlocuteur dont l'appel a été noté, le coup de feu aurait été accidentel et proviendrait d'un fusil à pompe avec crosse. Autre information, c'est l'un des employés du supermarché qui aurait donné le coup et qui aurait d'ailleurs participé à l'agression. Les personnes désignées par le premier coup de téléphone anonyme sont de nouveau désignées par un second appel. Alors, elles sont interrogées, mais les gendarmes ne donnent pas suite. Pourquoi? Quels sont les éléments qui détournent les enquêteurs de cette piste? Pas d'empreinte, pas d'indice dans la BMW qui a été retrouvé. Tout de même. Si Edwige avait monté l'agression avec ces gens, ils auraient ensuite réclamé vigoureusement leur dû. La question se pose car à cette étape du dossier, on a l'impression que les gendarmes ont choisi leur piste. Leur conviction semble être que n'ayant pas constaté de signes d'effraction, ni de traces extérieures, le meurtrier se trouvait obligatoirement à l'intérieur de la maison. Donc, il s'agit soit de la mère, soit de l'un des 2 fils. Pourquoi? À partir de ce moment, on entre dans le trouble du dossier qu'aucun procès n'a résolu. Pourquoi la mère aurait-elle tué son mari? Pourquoi l'un des enfants l'aurait-il fait? Pourquoi les uns et les autres ne révèlent-ils pas la vérité? La connaissent-ils? 4 mois après les faits, Edwige et ses 2 filles sont placés en garde à vue. Dans la région dont la curiosité était aiguisée depuis l'annonce du meurtre de Richard Alessandri, la nouvelle éclate comme une bombe et, évidemment, les rumeurs s'amplifient. Elle l'a tué parce qu'il a trompé. Non, 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 c'est parce qu'il venait de signer une assurance vie. Non, non, c'est le fils aîné qui s'est battu avec, etc., etc., etc. Alors, au cours des gardes à vue, Edwige n'en démord pas. Citation des gendarmes, elle est intéressante. Elle est butée et entêtée, refusant de reconnaître l'évidence. Quelle évidence? La sienne ou la leur? Brice, mineur, est laissé sans contact durant plusieurs heures. Il dit « Je dormais dans le salon, j'ai rien entendu ». Un récit qui soulève un certain nombre de questions. Si des agresseurs ont pénétré dans la maison, c'est vrai, ils devaient obligatoirement passer à proximité. Mais par où finalement sont-ils entrés? Par la fenêtre mal fermée de la cuisine ou par la porte-fenêtre du living? Mais c'est par la garde à vue de Yann, l'aîné, que l'enquête se débloque. Yann, fils d'Edwige, est tout juste majeur. Dans cette affaire, ce garçon tient une place particulière, non seulement par ses déclarations en fin de garde à vue, mais aussi dans son rôle au sein de la famille. Il est donc le fils d'Edwige, c'est un adolescent qui se heurte assez souvent à son beau-père qui n'apprécie pas ses façons d'envisager sa vie. On sait que Richard est un bosseur acharné, un peu macho, comme les gens du Sud, pardon, et il n'aime pas trop que son autorité soit discutée, au travail comme à la maison. Fils de sa mère, Yann n'est pas un enfant facile, donc des affrontements qui se poursuivent d'ailleurs lorsqu'Edwige vient à la rescousse de son fils. Yann a-t-il joué un autre rôle que celui avoué dans le meurtre de Richard? S'il avait tué son beau-père, Brice, le petit qui idolâtrait son père, ne le dénoncerait-il pas? Durant les premières 24 heures de la garde à vue, Yann confirme la version de sa mère. Les gendarmes n'ont pas pris la précaution d'appeler un avocat. Pourquoi? C'est la loi. C'est la loi. Juste avant la 30e heure, il a déjà été interrogé 7 fois, Yann craque et dénonce sa mère. C'est du moins ce qui est écrit qu'il raconte. Quand j'ai entendu l'explosion, je suis allé dans la chambre de mes parents, j'ai vu ma mère, elle était nue près de la fenêtre et un fusil de chasse était posé sur le lit. Elle m'a dit « c'est un accident ». Là, hypothèse que les gendarmes ont privilégié. Le couple parvenu dans la chambre avant ou après l'amour se dispute. Hypothèse encore, Edwige furieuse d'apprendre que Richard envisage peut-être de divorcer, le menace, si tu me quittes, je te tue. Elle saisit le fusil, dit au fait où était-il le fusil? Était-il chargé? S'est-elle le chargé? Ah, il n'y a pas de réponse à ces questions fondamentales. Donc, suite des aveux de Yann, la mère et les enfants concoctent donc une mise en scène. Yann a pris le fusil, elle l'a caché dans la haie. Là, petit problème tout de même, les gendarmes qui ont cherché partout n'ont jamais retrouvé le fusil du meurtre. Qui l'aurait retrouvé? Et pourquoi celui-ci l'aurait-il dissimulé?
À qui appartenaient les empreintes qu'on n'a pas relevées sur le fusil? De ne pas pouvoir analyser l'arme dans un dossier criminel, c'est tout de même un handicap majeur. Il faut trouver autre chose pour compenser cette absence. Cette garde à vue tombe à pic. Trop peut-être. Yann, perclus de remords, n'a pas arrêté de dire ensuite au juge d'instruction que ses aveux étaient dus à la fatigue. C'est vrai que la lecture de cette déposition rejoint très fidèlement les textes des rapports d'enquête des gendarmes, des aveux dont la version définitive n'a d'ailleurs été finalisée qu'à 23h45 le lendemain, c'est-à-dire 11 heures plus tard. Pourquoi si tard? Devant les jurés, Yann s'est écrié « J'ai honte de ce que j'ai dit en garde à vue. Si ma mère est dans le box, c'est accusé, c'est à cause de mes aveux. » « Oh non, répond la présidente, il y a quand même des éléments plus solides. Lesquels? Car c'est en fait sur ces aveux qu'il a renié que les jurés ont été pressés d'être convaincus. Si les enquêteurs n'ont pas trouvé d'empreintes utilisables à l'intérieur de la maison, ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas. S'il n'y a pas de traces à l'extérieur, où sont les traces de Yann allant cacher une arme que personne d'ailleurs n'a jamais retrouvée? Si cette arme n'est pas là, c'est peut-être qu'on l'a emportée, mais qui? La mère et les fils n'ont pas quitté le mas, puisqu'il n'y a pas de traces. Et si Edwige avait raison? Intéressant. Le rapport du laboratoire scientifique de Marseille qui précise qu'il n'a pas été retrouvé de résidus de tir sur les mains d'Edwige Alessandri et de ses enfants. Pas de témoins qui la contredisent, pas d'armes, reste le mobile. Malgré les rumeurs, on n'a pas découvert de maîtresse à Richard Alessandri, ni d'ailleurs d'amant à Edwige. En résumé, le dossier d'accusation repose sur les aveux de Yann, aveux recueillis dans des conditions douteuses et qui n'ont pas été confirmés devant le juge d'instruction. C'est important. La question qu'a rapportée à Edwige la mort de son mari, d'abord la perte d'un homme qu'elle n'a jamais cessé d'aimer, c'est vrai, et d'épauler. Elle est séparée de ses enfants depuis de longues années, elle a déjà accompli près de 2 ans de prison et elle a été condamnée à 12 ans de réclusion criminelle. Quel intérêt avait-elle de tuer son mari alors qu'en divorçant, si le couple avait vraiment cette intention, elle retirait une petite fortune de la séparation? La question mérite aujourd'hui encore d'être posée alors que ces enfants continuent de crier que leur mère n'a pas tué leur père. La justice s'est-elle trompée 3 fois?